Un soir d'automne, mon ami et moi nous sommes retrouvés en pleine nuit aventureuse, perdus au cœur des bois. Nous étions dans le chalet de sa famille, un petit pavillon sans voisins à des kilomètres à la ronde. Là, nous avons décidé de faire quelque chose de troublant. Jouer avec une planche Ouija. Il devait être entre 11h30 et minuit. L'obscurité nous enveloppait alors que nous nous rassemblions autour de la planche, cherchant à entrer en contact avec le surnaturel. À notre grande surprise, le curseur de la planche Ouija a épelé le nom Alexandre, le petit ami de mon ami. L'atmosphère est soudain devenue tendue lorsque nous avons demandé à l'esprit ce qu'il désirait. Lettre par lettre, le message s'est lentement révélé, et notre malaise n'a fait qu'augmenter. Le message final était terrifiant. Pour une raison que nous ignorions, cet esprit semblait vouloir tuer Alexandre. Les lettres M-O-R-T se sont formées sous nos yeux, nous glaçant d'effroi. Nous avons immédiatement interrompu la séance et dit au revoir, laissant cet événement étrange nous plonger dans un mélange de peur et de fascination. Notre curiosité l'emporta, et nous avons eu l'idée d'essayer de communiquer avec d'autres esprits. Nous avons glissé un message écrit sous la porte d'une pièce inoccupée du chalet, en espérant une réponse. À notre stupéfaction, quelqu'un ou quelque chose nous a répondu, avec un message empreint de haine envers Alexandre. Alarmés par cette nouvelle manifestation, nous avons décidé d'essayer de purifier l'endroit, espérant chasser l'énergie malveillante qui semblait peser sur le chalet. Aux alentours de 3h15 à 3h30 du matin, j'ai décidé de quitter cet inquiétant chalet. Mon ami m'a escorté jusqu'à ma voiture, qui était garée à une dizaine de mètres du porche. Dès que je me suis mis en route, je suis arrivé à un carrefour situé à environ 6 km du chalet. Soudain, mon téléphone a vibré. C'était un appel vidéo de mon ami. Je décrochai, et sa voix, tremblante, me demanda si j'étais revenu. « Non, je suis parti depuis un moment. Je suis déjà à plusieurs kilomètres, » lui répondis-je. À ma grande surprise, mon ami me raconta qu'il pouvait clairement entendre ma voix juste devant la porte du chalet, demandant à entrer. Dans un état de confusion totale, je lui montrai que j'étais bel et bien dans ma voiture, loin de là. Pour confirmer ses dires, il plaça son téléphone près de la porte d'entrée, et c'est alors que j'entendis, à travers les haut-parleurs de ma voiture, une imitation de ma propre voix de l'autre côté de la porte. La voix insistait pour qu'on lui ouvre, affirmant qu'il y avait un danger à l'extérieur et que, si on ne la laissait pas entrer, un monstre risquait de l'attaquer. Terrifié, mon ami refusa catégoriquement d'ouvrir. Cependant, la voix imitative devint de plus en plus agressive et menaçante. Des cris multiples se firent entendre, comme si la chose à l'extérieur s'était démultipliée. La voix trompeuse essaya alors une ruse plus sinistre, tentant d'attirer mon ami dans la forêt sombre, en continuant à imiter ma voix et en criant à l'aide. Je restais pétrifié dans ma voiture, impuissant, écoutant cette conversation terrifiante se dérouler à travers le système audio. Finalement, la voix se dissipa, nous laissant tous les deux effrayés et confus. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce que c'était, mais nous pensons que cela s'est produit parce que nous avons osé jouer avec la planche Ouija. Cet incident s'est produit lors de nos vacances d'été avec ma famille. Nous étions en Écosse où nous avons un grand chalet dans lequel nous séjournons chaque année. Depuis là, on peut se rendre facilement à l'hôtel voisin pour profiter de toutes ces installations. Donc, chaque jour, notre activité principale était d'aller nager à la piscine de l'hôtel. Le 4e jour, cependant, nous avons remarqué un homme assez louche, portant des lunettes de natation, qui ne cessait de plonger et de nager sous l'eau. Cet homme, qui semblait avoir la trentaine, attirait notre attention car il s'approchait de nous de manière inconfortable. Pour vous donner une meilleure idée de ma famille, il y avait moi, ma sœur de 16 ans, Lucie, ma sœur cadette de 10 ans, Élodie, ma tante et mes parents. Cet homme a commencé à nager de plus en plus près de nous. À un moment, ma mère nous a fait signe de nous éloigner. Pourtant, l'homme s'est mis à nager de nouveau vers nous, alors nous sommes tous sortis de la piscine. Quand je suis allé au vestiaire, mon cœur s'est serré en le voyant entrer juste après moi. Mon père avait déjà quitté les vestiaires, alors je me suis habillé aussi vite que possible et suis sorti directement.
Quand nous nous sommes tous retrouvés devant l'hôtel, ma petite sœur a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, nous avons vu le même homme de la piscine rôder près des toilettes des filles. Ma mère a donc décidé d'accompagner Élodie, troublée par cet homme étrange. Elle nous a raconté que, une fois à l'intérieur, une femme d'environ 40 ans est entrée à son tour et s'est postée dans une cabine, la porte grande ouverte, en fixant ma mère pendant 10 secondes avant de finalement fermer la porte. Après cela, nous sommes tous retournés au chalet. Mais en marchant, nous avons remarqué que cette même femme nous suivait à quelques mètres de distance. Ma famille et elle avons pris des chemins différents, mais ils finissaient par se rejoindre. En arrivant au chalet, nous l'avons observée depuis les fenêtres. Elle semblait errer sans but d'un chalet à l'autre, jusqu'à ce qu'elle se retourne et commence à marcher vers le nôtre. Elle a ensuite contourné le chalet voisin du nôtre. Derrière, il y avait une vaste forêt interdite d'accès où je n'avais jamais vu personne entrer. Pourtant, elle s'y enfonça et disparut rapidement de notre vue. Plus tard dans la soirée, nous étions en train de regarder la télévision quand ma sœur aînée, Lucie, qui se trouvait dans sa chambre, a soudain entendu un fort coup frapper contre sa fenêtre. Il faut savoir que sa chambre donnait sur la forêt, et elle vint nous raconter ce qu'elle avait entendu. Je l'accompagnai pour ouvrir les rideaux et vérifier. Il faisait nuit noire dehors, et nous ne pouvions distinguer que les silhouettes des arbres dans l'obscurité. Nous décidâmes alors de vérifier les alentours avec des lampes torches. Rapidement, ma tante jura qu'elle avait vu 2 séries d'empreintes qui s'éloignaient et disparaissaient dans la forêt. Une fois la soirée terminée, mon père et moi sommes sortis une dernière fois pour être sûrs que tout était en ordre. À notre grande surprise, nous remarquâmes que d'autres résidents dans les chalets voisins avaient aussi ouvert leurs rideaux et scrutaient les alentours. Tout à coup, le bruit d'un hélicoptère se fit entendre au-dessus de nous. C'était un hélicoptère de la police volant très bas autour des chalets. Apparemment, il cherchait quelqu'un, tout comme nous. Mon père et moi sommes retournés rapidement à l'intérieur et avons verrouillé toutes les portes. Nous avons même posé un pot au-dessus de la poignée de la porte d'entrée, de sorte qu'il tombe et fasse du bruit si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Le lendemain, nous préparions nos affaires pour repartir, car c'était notre dernier jour. Pendant que nous terminions, l'agent d'entretien est venu pour nous parler d'un cambriolage qui avait eu lieu dans le chalet, juste à côté du nôtre. Mais il y avait pire que cela. Ce n'était pas seulement un cambriolage. Les personnes qui logeaient dans ce chalet avaient été retrouvées poignardées, mortes de façon brutale. D'après ce que l'on nous a raconté, il semblerait qu'un homme et une femme observèrent les personnes logeant dans les chalets, comme s'ils choisissaient à qui cambrioler. Mais si ce n'était que des cambrioleurs, pourquoi auraient-ils tué ces gens? Ma famille et moi nous interrogeons encore aujourd'hui sur cet homme et cette femme qui semblaient être ensemble. Aussi morbide que cela puisse paraître, je ne peux m'empêcher de ressentir un étrange soulagement que ce ne soit pas notre chalet qu'ils aient choisi cette nuit-là. Pour information, je travaille comme barista dans un café à l'intérieur d'un grand magasin. Je suis l'un des rares baristas masculins de mon établissement. Je suis gay et très ouvert à ce sujet. Je porte des chaussures aux couleurs de la fierté, j'ai un drapeau arc-en-ciel attaché à mon badge, et je porte quelques bracelets avec des arcs-en-ciel et des phrases comme « Orlando Strong », ainsi que celui d'un centre LGBT+ local. L'autre jour, je travaillais à la caisse quand un homme est venu me voir avec un grand sourire. Je pense qu'il a remarqué le drapeau de la fierté sur mon badge, mais il ne l'a pas mentionné explicitement au début. Il m'a dit qu'il ne savait pas quoi commander et m'a demandé mon avis. Je ne bois pas de café, mais je connais bien les boissons et je peux recommander quelque chose qui plaira à la plupart des gens. Je lui demande donc ce qu'il aime, et j'essaie de lui donner des suggestions. Pendant que je parle, je remarque qu'il fait plus attention à moi qu'à ce que je dis, ce qui me va parfaitement. C'était un homme plus petit, bien bâti, avec de beaux yeux et une belle barbe, en gros le type parfait de daddy. Finalement, il choisit une boisson glacée très sucrée que nous avons, et je vais la préparer pour lui. Pendant que je prépare la boisson, une de mes collègues se penche vers moi et me chuchote « Je crois que ce client vient de prendre une photo de toi ». C'était un peu un signal d'alarme, mais je l'ai remercié et j'ai un peu balayé ça de l'esprit. Je lui ai donné sa boisson et il m'a souri.
Puis il a pointé le drapeau de la fierté et a dit « J'adore ce drapeau. Où est-ce que je peux en trouver un comme ça ?» J'ai ri et lui ai dit que je l'avais obtenu lors d'un événement de la fierté auquel j'étais allé il y a quelques années. Ensuite, il a dit « Et où est-ce que je peux trouver la personne à laquelle il est attaché ?» J'ai immédiatement senti une montée d'émotion et j'ai commencé à rougir, mais en essayant de rester professionnel, j'ai ignoré la remarque. Il a finalement pris sa boisson et s'est assis à l'une des tables. Je continue ma journée en me demandant si je devrais céder à ce type ou non. De temps en temps, je jette un coup d'œil à sa table et je le vois toujours me regarder. Peu importe quand je regarde, il semble toujours poser ses yeux sur moi. Je commence à ressentir ce sentiment étrange, cette combinaison d'yeux en cœur et de signaux d'alarme. Puis je remarque qu'il n'a pas pris une seule gorgée de son café. Quand je fais une pause, je nettoie quelques tables. Je m'arrête à sa table et lui demande s'il n'a pas aimé son café, et si c'est le cas, je peux lui en faire un nouveau gratuitement. Il me tend la boisson et me dit qu'il ne sait pas trop si elle est trop sucrée pour lui, puis il me demande de l'essayer. Je décline poliment en lui disant que je ne bois pas de café. Il est surpris et me demande pourquoi je travaille ici, blablabla. Pendant que nous parlons, ses questions commencent à changer. « Tu fais de la musculation ?» Moi ? Non, pas vraiment. « Combien tu penses pouvoir soulever si tu devais le faire ?» L'exigence pour ce travail est de soulever 25 kilos, donc je suppose au moins ça. Eh bien, j'ai appris qu'il est bon de pouvoir soulever au moins la moitié de son poids corporel. Tu penses que tu pèses combien ? Là, des signaux d'alarme immédiats se déclenchent. Il y avait quelque chose dans la combinaison du verre et de ces deux questions qui me faisait sentir qu'on me demandait combien de résistance je pourrais opposer, surtout si j'étais drogué. J'ai déjà été drogué lors d'une soirée, et ces choses sont des signaux d'alerte que j'ai appris à détecter. Alors, je mets rapidement et gentiment fin à la conversation et je retourne nettoyer les tables. Au fur et à mesure que les heures passent, il continue de rester là, sans boire sa boisson. D'autres employés et quelques managers lui demandent si tout va bien, et il dit qu'il est parfaitement content. De temps en temps, il prend un appel téléphonique, et à un moment donné, je jurerais avoir vu un type à l'autre bout du magasin, au téléphone, parler à l'opposé du gars à la table. Soudain, j'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait plus de regards sur moi que je ne le pensais. Je tire un de mes managers à l'arrière et je lui dis que je commence à avoir de plus en plus un mauvais pressentiment à propos de ce type. Le manager me dit qu'on va garder un œil sur lui. J'étais de fermeture pour ce service, et à mesure que l'heure de fermeture approchait, je remarquais qu'il était toujours assis là. Quand l'annonce que le magasin fermera dans une demi-heure est faite, il vient au comptoir et me demande si je peux marcher jusqu'à ma voiture avec lui quand je termine. Je lui dis que nos tâches de fermeture nous prennent au moins 45 minutes après la fermeture. Il me dit qu'il serait heureux d'attendre. Je refuse poliment, et il me demande quand je travaille la prochaine fois. Je lui dis que je serai en congé pendant les 2 prochaines semaines. Eh bien, je pense que je devrais t'accompagner jusqu'à ta voiture, surtout si je ne vais pas te revoir avant quelques semaines. Je décline poliment à nouveau et finalement il part. Je termine mes tâches de fermeture et me rends à la zone réservée aux employés. Dès que j'y arrive, je raconte la situation à l'un de mes managers et je lui demande si je peux sortir par la porte latérale du magasin. Il accepte. Il me dit qu'il m'accompagnera jusqu'à ma voiture pour s'assurer que tout va bien, si ça ne me dérange pas d'attendre un peu. J'accepte, donc je sors par les portes latérales avec quelques managers et je monte dans ma voiture. En partant, je vois une grande camionnette avec des vitres très teintées garée juste devant l'entrée. Il n'y a aucun moyen de savoir si mon client se trouvait dans cette camionnette et si c'était aussi sinistre que je le pensais, mais je sais que je n'allais pas rester pour le découvrir. J'ai pris un chemin long et sinueux pour rentrer chez moi cette nuit-là. Donc, à ce mec très séduisant à qui j'ai vendu un café, ne nous revoyons jamais. J'ai vécu une expérience très étrange que je ne peux vraiment pas expliquer. Cela me donne des impressions de rite d'initiation de gang ou de trafic humain, et je reste mal à l'aise. Ce n'est pas comme si je voulais avertir les gens ou quelque chose du genre. Je suis retourné à cet endroit, mais il n'y avait rien qui indiquait que quelqu'un avait jamais été là. Je suis un cueilleur de champignons professionnel et un homme de plein air depuis plus de 30 ans.
Je vais dans des endroits très isolés à des heures étranges parce que la pluie ne se soucie pas s'il fait jour ou nuit. J'avais prévu d'aller cueillir des champignons, alors je me suis couché très tôt, je me suis levé vers 22 heures et j'ai commencé à préparer mon matériel. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment, comme si j'avais fait un rêve où je m'arrêtais à une aire de repos et me faisais attaquer, mais je ne me souviens pas d'avoir fait un tel rêve. Je me souviens juste de m'être senti mal à l'aise, comme si quelqu'un allait surgir de nulle part lorsque je m'arrêterais pour uriner. Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment en passant par mes arrêts habituels, mais quelque chose de mauvais semblait m'attendre. Je m'arrête pour uriner. Je suis souvent sur la route, je bois beaucoup de café, donc ce genre de situation ne me gêne jamais. Mais cette fois, ça me troublait, ce qui est très inhabituel. Je suis aussi armé, donc pour que cela m'inquiète à ce point, c'était dérangeant et très inhabituel. Je suis aussi plutôt grand et costaud, donc les êtres humains n'ont jamais vraiment été une menace pour moi. Et mes expériences passées m'ont appris qu'à chaque fois que je me trouve dans ce genre de situation, je m'en sors bien. Je n'avais donc aucune raison d'avoir ce genre de préoccupation, surtout au premier plan de mon esprit. Je conduisais sur la route 22 dans le comté d'Ebo, Oregon, puis j'ai bifurqué sur la 101, juste au sud de Tillamook. Je m'étais déjà arrêté une première fois, mais après 10 secondes, un sentiment de malaise m'a envahi. Je suis parti aussitôt car j'avais l'impression qu'il y avait des gens à l'extérieur. Je n'ai entendu ni vu personne. C'était juste une sorte de présence que je ressentais. Je me suis dit que tout allait bien et que je ne devais pas m'arrêter dans un autre endroit ou attendre d'arriver à l'aire de repos. Je ne pouvais plus attendre. J'ai trouvé un endroit où les voitures ne semblent pas s'arrêter, pas devant une maison ni près de sentiers. Il n'y avait aucune raison pour qu'un être humain se trouve là-bas. C'était parfait. Rien n'indiquait que cet endroit soit utilisé par d'autres personnes. Autour de moi, il y avait une sorte de marais salé, une plaine ouverte, pas de maison autour, pas de sentier de cueilleurs de champignons, pas de détritus. Personne n'était derrière moi et personne n'arrivait en face. J'étais seul dans la forêt et cela faisait un moment. Je m'arrête et je me dis « Bon, il n'y a aucun moyen que quelqu'un apparaisse soudainement. Je dois être fou ou stressé. Je panique pour rien. » J'attrape mon café et je cherche un sandwich tout en décidant de jeter un dernier coup d'œil. Après tout, personne n'avait jamais été là les autres fois où j'avais regardé. Alors pourquoi ce sentiment persiste-t-il? Rien ne va apparaître, et soudain, là, au milieu d'eux, il y a un gars, habillé comme s'il sortait tout droit d'un club, sous une pluie battante à minuit, un mardi soir, au milieu de ce qui est essentiellement un écosystème protégé. Je n'en revenais pas, c'était vraiment en train d'arriver. Ensuite, le rêve dont je me souvenais m'a soudainement frappé, et tout a commencé à s'emboîter, ce qui rendait la situation vraiment très mauvaise. C'était presque comme si je m'en souvenais activement avant que cela ne se produise. Les souvenirs me sont revenus en rafale et ont rattrapé la réalité. J'ai vu comment cela allait finir si je restais. Il ne s'est pas approché de ma voiture comme un citoyen inquiet ou quelque chose du genre. Il est entré au milieu de la route devant ma voiture, là où je devais passer. Ses vêtements n'étaient pas trempés et ses jambes de pantalon n'étaient pas couvertes de boue, comme ça aurait dû être le cas s'il ramassait des champignons. Ses baskets, pas des bottes, n'étaient même pas sales. Je ne sais même pas comment c'est physiquement possible. Ses vêtements n'ont pas commencé à se mouiller à cause de la pluie battante avant que je commence à l'observer. Je comprends bien comment tout cela peut paraître, alors j'ai choisi mes mots avec soin ici. Son bras gauche balançait tandis qu'il marchait, mais son bras droit restait rigide. Il gardait sa hanche éloignée de moi en approchant de ma voiture, une série de lumières rouges vives indiquant qu'il portait probablement une arme. Il ne me regardait pas, ni ma voiture, ni ma plaque d'immatriculation. Il regardait quelque chose, pas une seule chose, mais plusieurs, à environ 3 à 5 mètres derrière moi. Il n'a pas accéléré ni ralenti. Il a continué à marcher au même rythme, le bras tendu vers ma voiture, fixant un point derrière moi, puis un autre. J'ai mis la voiture en marche, et alors qu'il continuait de se déplacer vers ou sur la trajectoire de ma voiture, je l'ai presque renversé. Cela n'a eu aucun effet sur lui. Il n'a pas été surpris,
Il n'a pas sauté de côté. À environ 800 mètres sur la route, une autre voiture est arrivée en sens inverse et ses phares ont balayé la zone. Il était encore là, le bras tendu, regardant l'endroit où je venais juste de me trouver, comme si je n'étais jamais parti. Il continuait activement de s'approcher. La voiture s'est rapprochée et j'ai continué à m'éloigner. Quand j'ai regardé en arrière, il avait disparu. Je suis sobre depuis plus de 3 ans. Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles, mais ma vie allait bien au moment où cela s'est produit. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dois en penser. C'était tellement étrange et dérangeant. Le fait que cela se soit produit après un tel sentiment étrange et complexe le rend presque surnaturel d'une certaine manière. À tout le moins, je pense que j'étais sur le point de me faire voler et tuer. Plus je repense à cette expérience, plus je me demande si cette personne était humaine ou si elle a même vraiment existé, ou si elle l'était, peut-être qu'une perception extrasensorielle m'a sauvé la vie. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent une terreur, une vraie terreur. Cette sensation où la poitrine brûle, tout en se figeant autour de la dernière bouffée d'air inspirée, où le temps semble ralentir et où l'estomac se contracte, bloquant le souffle avec un cri silencieux. Peut-être qu'on fuit, peut-être qu'on reste paralysé, ou même qu'on essaye de se battre. Mais pour ceux d'entre nous qui ont ressenti cette vraie terreur, elle s'incruste si profondément en nous qu'elle semble transformer une part de notre âme. C'est dans cet esprit que je souhaite vous parler du 20 novembre 2006. J'ai grandi dans une famille chrétienne baptiste très pratiquante, et à cette époque, j'étais encore un enfant, facilement influençable. Dans cet environnement, il était question du paradis, des anges, mais aussi, et souvent, de l'enfer, de la damnation et des feux éternels. Ces concepts étaient terrifiants pour un enfant de 8 ans. Bref, ma famille et moi avions pris un vol pour un chalet au Québec, perché haut dans les montagnes, bien loin dans les bois. Nous étions à une telle altitude que mon père avait besoin d'un masque à oxygène pour éviter le mal des montagnes. À part le chalet voisin, à environ 3 hectares de distance, nous étions très isolés. Les arbres recouverts de neige nous entouraient, tout comme une couche épaisse de neige au sol. Notre première nuit là-bas fut agréable. Nous avons allumé un feu et fait griller des guimauves et du maïs, soufflés sur de longues tiges de bois. Mes 2 jeunes sœurs et moi avons même construit un bonhomme de neige. À l'intérieur, le chalet était construit de façon très ouverte, avec une mezzanine dotée de 2 lits jumeaux. En bas, sous l'escalier, se trouvait le lit de mon père, ainsi qu'une petite télévision et un vieux canapé au tissu à fleurs bleues, dégageant une légère odeur de sirop d'érable. J'occupais le lit jumeau de gauche, près du bord de l'escalier, tandis que ma sœur Emma, âgée de 6 ans, dormait dans celui de droite, plus éloigné du bord. Ma plus jeune sœur, Sophie, âgée de 2 ans, dormait en bas avec notre père. Cette première nuit, j'ai bien dormi, probablement pour la dernière fois de ma vie, car tout a commencé le lendemain matin avec un bruit de tapotement. Ce n'était pas un léger son comme celui d'un crayon sur une table, mais un cliquetis plus lourd, semblable à des griffes épaisses frappant doucement le plancher de bois. Au début, je pensais que c'était mon père, ou même un ours, après tout, nous étions en pleine montagne. Mais je me trompais. Le son étrange et répétitif, ce tap-tap-tap insistant, m'a figé. J'avais l'habitude de dormir avec mon oreiller sur la tête, alors je me sentais caché. Lentement, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à travers la petite ouverture entre le lit et l'oreiller, en direction de la mezzanine sans rambarde. Je pouvais voir le vide au-dessus de la cuisine et du salon. Les grandes fenêtres sans rideaux accentuaient l'obscurité de la forêt. Et tout à coup, il y avait quelque chose là-bas, une ombre sombre juste au bord de la mezzanine. Cela ressemblait à une main floue, une forme avec quelques doigts allongés et noirs, tapotant nerveusement sur le rebord. Je restais immobile, prise de nausées et de frissons, la respiration coupée. « Non, me dis-je, ce n'est pas possible. » Lentement, j'ai fermé les yeux et tourné la tête, en espérant que le jour se lève bientôt. Il était impossible que des démons ou des monstres soient réels, du moins c'est ce que je me répétais, moi,
une enfant pieuse, élevée dans une école privée chrétienne. Nous chantions des cantiques à chaque trajet en voiture. Dieu ne permettrait jamais qu'une telle chose m'arrive, non? Je continuais à réciter des versets de la Bible en chuchotant, priant pour que cela s'éloigne, ordonnant même dans mon esprit à la chose de me laisser en paix. J'étais encore jeune et naïve, mais maintenant je comprends. Après ce qui me sembla être des heures, mais qui étaient sûrement quelques minutes, l'air autour de moi s'est apaisé. Je pris mon courage à deux mains et ouvris un œil, le plus discrètement possible. Cette silhouette inquiétante avait disparu, et je respirais de soulagement. Je me tournai pour faire face au mur à côté de moi, où il y avait une petite table de nuit en bois, avec une vieille lampe à huile. Juste derrière se trouvait ce qui ressemblait au contour d'une petite porte carrée. À cette époque, le film Coraline n'existait pas, mais aujourd'hui, je dirais que la ressemblance était frappante. La porte, d'un brun foncé ancien, semblait brûlée ou tachée. Plus tard, quand le soleil se leva, j'en parlai à mon père. Mes sœurs et moi nous cachâmes en bas pendant qu'il inspectait la porte. Il nous appela bientôt pour nous montrer. C'était un tout petit placard, avec quelques bidons d'eau et du bois de chauffage. Rien de bien inquiétant. Même Sophie se glissa à l'intérieur pour une photo. Mais la deuxième nuit, c'est là que tout a véritablement commencé. La deuxième nuit, j'avais peur d'avoir de nouveaux peurs. Alors j'ai demandé à mon père de laisser une lumière allumée pour moi. Il n'aimait pas trop l'idée. Alors il a décidé d'allumer un feu dans la cheminée et de mettre un pare-étincelle pour plus de sécurité. Ensuite, nous sommes allés nous coucher. Le feu brûla pendant plusieurs heures, et à vrai dire, je passais plus de temps à regarder les ombres des flammes danser sur le plafond haut et triangulaire qu'à dormir. Avec le recul, je me demande si j'avais dormi ce soir-là. Aurais-je vécu tout cela? Rapidement, les flammes se réduisirent en étincelles et en braises, et la pièce fut bientôt baignée dans une lueur orange pâle. Je me tournai, faisant face à cette petite porte inquiétante, et aussitôt, le bruit du tapotement se fit entendre à nouveau, perçant mon esprit. Ce son ne venait pas de derrière moi cette fois, mais de devant moi, de l'autre côté de cette porte. J'ai pensé que c'était une blague, ou une branche secouée qui frappait le toit. Mais les monstres ne sont pas réels, n'est-ce pas? Je suis protégé, je suis en sécurité. Puis, le silence tomba. Je regardais, exposant seulement mes yeux sous mon cocon de couvertures et de coussins. Il fallait que je voie si c'était quelque chose ou quelqu'un. En ouvrant les yeux, je vis des doigts allongés et pointus se glisser entre les interstices de la porte. Ils semblaient fondre à travers la fente, comme une apparition. Puis la porte se mit à trembler, un bruit de grattement rugueux résonnait comme si quelque chose griffait violemment de l'autre côté. Le son était si fort que même ma sœur bougea dans son lit et je pouvais entendre des mouvements derrière moi. J'espérais que c'était Emma qui se réveillerait et qui irait chercher papa. Puis le bruit de grattement reprit, les griffes raclant les différentes couches de bois, et soudain, le feu s'éteignit complètement. L'obscurité envahit la pièce et je restais seul dans le noir. J'ai juré avoir entendu des bruits de pas derrière moi, et je me convainquis que c'était elle. Soudain, un coup résonna contre la porte, faisant trembler mes os de terreur. Immobile de peur, mes muscles se crispèrent, et ma respiration devint erratique. Le bruit de frappe reprit, chaque coup plus fort que le précédent, et je me sentais rapetissé, me recroqueviller comme si je pouvais disparaître. Bang, bang, bang. Les coups retentissaient dans toute la pièce. Finalement, Emma se réveilla et cria « Arrête !» Et aussitôt, le silence retomba. J'entendis un mouvement, puis mon lit bougea légèrement. « Jade, tu… » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'elle poussa un cri perçant. Elle hurla, mais je ne bougeais pas. Je restais figé, incapable de répondre. Ce n'était pas elle qui avait heurté mon lit, ni celle que je sentais près de mes pieds. Emma l'avait vue. Elle avait vu ce qui était sur mon lit et qui venait de ce placard à côté de moi. Les larmes coulèrent sur mes joues malgré mes yeux fermés. Je ne voulais pas voir la porte. Je ne voulais pas voir cette chose. Encore un coup sur la porte, plus fort cette fois, comme si quelqu'un essayait de l'enfoncer. Le bois se courba sous la force. Sans que je le contrôle, je me mis à murmurer des versets de la Bible,
entre deux respirations tremblantes et des sanglots d'effroi. Encore un mouvement sur mon lit, puis des pas lourds dans l'escalier, suivis d'un cri. Que se passe-t-il ici? C'était mon père. Mes prières avaient été exaucées, mais je n'osais pas encore soupirer de soulagement. Tout mon corps tremblait, et chaque muscle se contractait de peur et de douleur. Puis, à côté de moi, je sentis cette chose, ses griffes, s'agrippant au-dessus de lits tricotés, en tirant dessus à plusieurs reprises. Mon cœur s'affaissa quand j'entendis un craquement ou un déclic. Je levai les yeux, et là, je vis deux yeux creux, sombres, enfoncés dans ce qui aurait pu être un visage, mais d'une pâleur fantomatique, sans vie. À cet instant, je crus que c'était un démon, que le diable en personne me regardait, avec une bouche immense, tordue jusqu'aux pommettes, bordée de dents pointues. Une odeur pestilentielle émanait de cette chose. Derrière, je pouvais distinguer une sorte de cape ou de tissu noir, en décomposition. Mais ce sont ces yeux qui m'horrifièrent, des yeux jadis humains, injectés de sang, avec une teinte jaune rougeâtre, comme des yeux de chat reflétant la lumière. En une fraction de seconde, cette chose se redressa, puis bondit de l'autre côté de la pièce. Je restais figé, incapable de bouger. La petite porte était maintenant ouverte, suffisamment pour distinguer l'intérieur obscur. Ma sœur et mon père crièrent, et je fixai l'ouverture, où, dans l'ombre, deux yeux luisants me fixaient en retour. Mon père cria en bas, suivi d'un bruit sourd et de la porte d'entrée qui claqua, apparemment brisée par cette créature. Des heures plus tard, toujours figé par la peur, je ne détournai pas le regard de cette porte. Quand les secours arrivèrent finalement, les Rangers déneigèrent la route pour nous atteindre. Ils durent même envoyer une deuxième équipe après que le premier camion soit tombé en panne. Les pompiers et les ambulances arrivèrent en hélicoptère, et les branches des arbres se mirent à claquer sous le vent des pales. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on m'a tiré de ce chalet, arraché à cette vision terrifiante dans l'obscurité. Depuis, ma famille et moi ne parlons jamais de ce chalet, ni de ce qui s'est passé cette nuit-là. Aujourd'hui adulte, je ne suis plus aussi religieuse, mais je pratique une spiritualité liée à la nature. Parfois, je revois ces longues griffes, agrippées au cadre d'une porte, avant de disparaître lentement. Peut-être qu'un jour, je saurai vraiment ce que c'était. Aujourd'hui adulte, je ne suis plus aussi religieuse, mais je pratique une spiritualité plus ancrée dans la nature. J'ai bien quelques hypothèses sur ce que cela aurait pu être, mais en fin de compte, peu importe. Parfois, je revois encore ces longs doigts griffus, recourbés autour d'un cadre de porte, avant de s'évaporer lentement. Peut-être qu'un jour, je découvrirai vraiment ce que c'était. C'était l'été après ma première année de lycée quand ma famille a décidé de partir en vacances dans le parc national de la Mauricie. Nous avions loué un petit chalet rustique dans les bois, juste à l'extérieur des limites du parc. Je me souviens encore de l'excitation que j'éprouvais à l'idée de passer une semaine entourée de nature et de forêt, loin du béton et des voitures. Passionné de lecture, j'avais prévu de passer la plupart de mon séjour sur la véranda du chalet, plongé dans mes livres. Le jour de notre arrivée au chalet, le soleil brillait haut dans le ciel, projetant des ombres mouvantes sur le chemin de terre. Mes parents et ma petite sœur, Amélie, sont sortis de notre voiture tandis que je récupérais nos sacs dans le coffre. Le propriétaire du chalet, un vieil homme nommé Gérard, s'approcha en boitant pour nous accueillir. Après les présentations, Gérard nous fit entrer dans le chalet à 2 chambres. C'était un lieu modeste, aux murs en bois, avec des couvertures en patchwork et une cheminée en pierre dans le salon. L'odeur de renfermé à l'intérieur me rappelait le sous-sol de mes grands-parents. Gérard nous fit visiter les lieux, en nous montrant la petite cuisine, la salle de bain et les chambres. « Eh bien, je crois que c'est tout », dit-il en frottant ses mains ridées. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. » Ma maison n'est qu'à environ 2 kilomètres d'ici. Nous le remerciâmes tandis que mon père lui donnait un chèque pour notre séjour. Gérard le rangea dans sa poche et se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Mais avant de partir,
Il se retourna et nous fixa avec un regard étrange, ses yeux pâles et bleus brillants. « Une dernière chose, » dit-il d'une voix basse. « Je vous conseille de rester à l'intérieur après le coucher du soleil. Ces bois ne sont pas tout à fait normaux la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. » Mon père rit nerveusement. « Nous sommes des gens de la ville, Gérard. Je pense qu'on saura se débrouiller. » Gérard hocha lentement la tête, ses yeux parcourant chacun de nous. « Oh, je suis sûr que vous pouvez. Gardez juste les portes fermées et les rideaux tirés après la tombée de la nuit. Vous voudrez rester à l'intérieur, croyez-moi. Bonnes vacances. » Avec cet avertissement inquiétant flottant dans l'air, Gérard quitta le chalet, nous laissant tous les quatre à nous regarder les uns les autres en silence. « Quel personnage étrange !» murmura ma mère avec un petit rire nerveux, tandis qu'Amélie, ma petite sœur, regardait autour d'elle, l'air inquiète, ses yeux bruns écarquillés. Mon père, bien que pas très rassuré, tenta de nous rassurer. « Il devait juste vouloir nous faire peur, rien de plus, » dit-il sans trop de conviction. Nous nous sommes occupés à ranger nos vêtements et nos affaires dans les vieilles commodes en chêne et les armoires du chalet. Peu à peu, l'étrange rencontre avec Gérard s'est effacée de mon esprit, et je me suis mise à rêver à passer la semaine, assise sur la balançoire de la véranda, avec un bon livre entre les mains. Alors que le soleil se couchait, nous avons préparé des saucisses et des haricots sur le feu crépitant. J'étais absorbé par les pages de Le Divan, d'Elisabeth K., tandis que les hurlements des coyotes résonnaient au loin. Nous avons ri et discuté autour des flammes qui éclataient de temps en temps, parfaitement rassasiés et heureux. Ensuite, j'ai souhaité bonne nuit à tout le monde et me suis retiré dans la chambre que je partageais avec Amélie. Elle était déjà blottie sous les couvertures du lit jumeau, le plus proche de la porte. Je me suis changé discrètement en pyjama, puis j'ai éteint la lampe de chevet entre nos deux lits. La lumière de la lune passait à travers les rideaux, créant des ombres qui se balançaient doucement dans la brise nocturne. Au loin, dans la forêt obscure, un hibou ululait, et bientôt son appel fut suivi par le cri lugubre d'un coyote. Je me suis retourné, fermant les yeux, sentant le sommeil m'envahir. Mais juste au moment où j'allais m'endormir, un son étrange perça la nuit, une sorte de hurlement prolongé et déformé qui semblait vaciller de façon irréelle. Mes yeux s'ouvrirent d'un coup, maintenant bien éveillés et alertes. Ce hurlement étrange retentit de nouveau, plus proche et plus fort que la fois précédente. Il semblait provenir directement des bois qui entouraient le chalet. Je me suis assise lentement, jetant un coup d'œil vers le lit d'Amélie, qui semblait dormir profondément. Puis je me suis tourné vers la fenêtre derrière moi et ai remarqué que les rideaux étaient encore partiellement ouverts. J'ai hésité à me lever pour les fermer, mais un sentiment de peur m'a cloué sur place sous les couvertures. Les hurlements étranges continuaient à des intervalles irréguliers, et à chaque cri sinistre, un froid glacial se formait dans ma poitrine. Je n'osais pas regarder par l'ouverture des rideaux, de peur d'apercevoir quelque chose qui m'observerait depuis la lisière sombre des arbres. À un moment, alors que les cris lugubres se faisaient entendre, j'ai réalisé qu'Amélie n'était plus dans son lit. Comment ai-je pu ne pas remarquer qu'elle s'était levée? Avais-je fermé les yeux? Mon cœur battant à tout rompre, je scrutais les draps défaits, et lentement, mon regard se posa au centre de la pièce. Un petit cri m'échappa. Amélie se tenait là, fixant la fenêtre d'un air absent, ses bras pendant mollement le long de son corps. « Amélie » murmurai-je, ma voix à peine audible à cause des hurlements incessants à l'extérieur. Elle ne réagit pas. Je l'appelais plus fort. « Amélie » Mais elle restait immobile, son regard figé vers un point invisible à travers la fenêtre partiellement ouverte. Les hurlements montaient et descendaient en intensité, provoquant un frisson qui me parcourait l'échine. J'ai rassemblé tout mon courage pour me dégager lentement des couvertures et ai posé mes pieds nus sur le sol de bois glacé. En prenant un pas prudent vers ma sœur, j'ai chuchoté « Amélie, tu m'entends » Mais elle ne répondit toujours pas. À mesure que je m'approchais, je pouvais distinguer le visage d'Amélie, illuminé par la lumière argentée de la lune. Ses yeux étaient grands ouverts, mais leur expression semblait vide, absente. Elle semblait être dans une sorte de transe. Je suivis son regard vers les bois, mais je ne voyais que des ombres et des branches qui oscillaient,
Un hurlement plus fort encore que les précédents retentit soudain, me faisant sursauter et dresser les poils sur mes bras. Luttant contre l'instinct de fuir, j'avançai les derniers pas qui me séparaient d'elle et tendis la main pour attraper son bras immobile. « Amélie, dis quelque chose, tu me fais peur », murmurai-je. Mais avant que je ne puisse toucher son bras, sa tête tourna soudainement vers moi, me faisant reculer avec un petit cri de surprise. Ses yeux vides semblaient en maintenant me transpercer. Pendant un instant, j'eus l'impression de voir une lueur de reconnaissance dans son regard, mais aussitôt sa tête se détourna pour fixer de nouveau la fenêtre. Mon souffle était rapide, mon cœur battant à toute allure. Je savais que je devais m'éloigner de cette fenêtre, loin de ce qui rôdait dans la forêt obscure, de cette chose qui semblait avoir envoûté ma sœur. « Viens, retournons au lit », parvins-je à articuler d'une voix tremblante. Elle ne bougeant toujours pas, je pris sa main froide dans la mienne et la tirai doucement. À mon grand soulagement, elle me suivit sans résistance. Tandis que nous nous éloignions de la fenêtre, les hurlements terrifiants à l'extérieur commencèrent à s'estomper, remplacés par le chant nocturne habituel des insectes et des chouettes. De retour dans nos lits, je bordai Amélie en surveillant son visage pour y détecter un signe de conscience, mais elle resta impassible, ses yeux bruns demeurant ternes et sans vie, comme si une partie d'elle était encore restée près de la fenêtre. « Essaie de dormir », lui chuchotai-je en arrangeant les couvertures autour de son petit corps. Elle ne répondit pas, fixant le plafond sans expression. Épuisé, je savais pourtant que le sommeil ne viendrait pas facilement cette nuit-là. En silence, je tirai les rideaux pour bloquer complètement la lumière de la lune, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Je me glissai à nouveau sous les couvertures, mes pieds glacés cherchant un peu de chaleur. Allongé, je fixai le vide, tendant l'oreille pour capter le moindre bruit venant du côté d'Amélie, mais en dehors des battements de mon cœur, tout était silencieux. Finalement, je m'endormis, mais ce fut un sommeil agité, ponctué de cauchemars remplis de cris stridents et de regards vides. Je me réveillai en sursaut dès les premiers rayons de lumière qui passaient à travers les rideaux. Pendant un moment, je restai allongé, écoutant attentivement, mais aucun cri ne perçait le calme matinal, juste quelques oiseaux qui chantaient dans la forêt environnante. Je me frottai les yeux et me redressai lentement, jetant un regard prudent vers le lit d'Amélie. Un soulagement intense m'envahit en la voyant dormir paisiblement, les couvertures se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. Le regard vide de la veille avait disparu, et son visage paraissait détendu et serein. Je me demandais si elle se souvenait de ce qui s'était passé. En m'habillant, je réfléchissais à l'opportunité de raconter à mes parents les événements étranges de la nuit précédente. Est-ce qu'ils balayeraient tout ça d'un revers de main, comme ils avaient fait avec l'avertissement de Gérard? Ou devrais-je d'abord parler avec Amélie, pour découvrir ce qu'elle avait vu ou ressenti? Finalement, j'ai décidé d'attendre et d'observer le comportement de ma sœur lorsqu'elle se réveillerait. Si elle semblait confuse ou effrayée, je dirais tout à mes parents. Mais si elle agissait normalement, peut-être valait-il mieux ne pas raviver cette expérience troublante. Je me suis installé sur le canapé du salon, observant les ombres qui reculaient dans la cour au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel. Toute la forêt semblait paisible et accueillante, ce qui rendait encore plus difficile d'imaginer les sons inquiétants qui avaient hanté la nuit précédente. J'espérais que tout cela n'avait été qu'un incident isolé et que le reste de nos vacances serait calme et sans histoire. Amélie a fini par sortir de la chambre, ses cheveux en bataille après une nuit de sommeil agité. Elle me lança un regard interrogateur en se dirigeant vers la salle de bain. « Quoi » murmura-t-elle en bâillant. Je secouai la tête, soulagé. « Rien. Bien dormi ?» Elle haussa les épaules, l'air distrait, et disparut derrière la porte de la salle de bain. Quand elle nous rejoignit dans la cuisine pour le petit déjeuner, je l'observai attentivement, cherchant le moindre signe d'inquiétude ou d'étrangeté. Mais elle semblait être elle-même, grimaçant devant son bol de céréales comme d'habitude. Alors, je décidai de ne rien dire, à moins qu'elle-même ne ramène le sujet. Après le petit déjeuner, Amélie se laissa tomber sur le canapé du salon pour regarder des dessins animés, tandis que mes parents discutaient des randonnées possibles pour la journée.
Murmurant quelque chose à propos d'une promenade, je glissai dehors discrètement, emportant avec moi un des romans d'horreur de Darcy Coates, un de ses nombreux récits de fantômes, bien qu'à présent, je ne me souvienne plus lequel. Le soleil du matin passait doucement à travers les arbres, réchauffant le sol et rendant les chants d'oiseaux plus forts. J'empruntais un sentier étroit qui s'éloignait du chalet, écoutant le bruit des aiguilles de pin et des brindilles qui craquaient sous mes baskets. La forêt environnante semblait parfaitement normale, sans aucun signe des bruits inquiétants qui avaient percé notre nuit. Je me demandais s'il s'agissait d'un simple cauchemar, ou peut-être de mon imagination. Cependant, l'image du regard vide d'Amélie, de son corps figé et de sa silhouette immobile refusait de disparaître de mon esprit. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas vraiment fait attention au chemin que j'empruntais, jusqu'à ce que les arbres commencent à s'éclaircir autour de moi. Je me retrouvais alors sur un chemin de terre désert qui s'étendait dans les bois dans les deux directions. En regardant derrière moi, je réalisais combien je m'étais éloigné du chalet. Je songeais à rebrousser chemin, mais la curiosité m'incita à continuer. En avançant, je découvris bientôt une clôture en bois vieilli, avec un panneau peint à la main, en lettres irrégulières, où l'on pouvait lire « Propriété privée, défense d'entrée ». Je m'arrêtai, scrutant à travers les planches de bois. Derrière la clôture, il semblait y avoir un petit pâturage envahi par la végétation. Décidant que techniquement je ne faisais pas d'intrusion en restant sur le chemin, je continuais mon exploration. C'est alors que je remarquai les arbres autour de moi. Chaque grand pin et sapin entourant le pâturage était marqué de traces étranges. On aurait dit que quelque chose d'énorme et de sauvage y avait passé ses griffes, en grattant l'écorce et en arrachant des morceaux de bois. Je passai ma main sur l'une de ces entailles, sentant la sève collante laissée derrière. Un sentiment de malaise me parcourut l'échine, et je m'éloignai rapidement pour examiner les autres arbres. Tous portaient des marques similaires, sans aucun motif discernable. C'était comme si quelque chose avait erré dans la forêt, griffant chaque arbre qu'il pouvait atteindre. Finalement, je reculai, le cœur battant, sentant comme si des yeux invisibles m'observaient. Dès que je fus de nouveau entouré par la nature intacte, je quittai le chemin et m'enfonçai davantage dans la forêt dense. La lumière du soleil peinait à percer à travers les branches entremêlées des sapins, projetant des ombres sombres sur le sol. Chaque craquement de brindilles sous mes pieds faisait bondir mon cœur, mais je continuais à avancer sans but, jusqu'à ce que je débouche soudain dans une petite clairière. Je m'arrêtai, figé. Des structures de bois de fortune encerclèrent la zone, faites de branches tordues et de cordes grossières. De symboles et de formes étranges ornaient ces constructions, mais je ne parvenais pas à en déchiffrer la signification. Au centre de la clairière, il y avait un petit autel fait de pierre, surmonté de plumes, de perles et d'os. Toute cette scène dégageait une énergie obscure, presque primale, qui semblait vibrer dans l'air et picoter ma peau. Soudain, je me sentis comme une intruse, ayant pénétré un endroit ancien et malveillant. Je reculai précipitamment, poussé par une sensation suffocante d'être observé par des yeux invisibles. Ce n'est que lorsque les étranges structures furent bien loin derrière moi que je m'arrêtai pour reprendre mon souffle. Je posai une main tremblante sur un pin solide, tandis qu'un frisson glacé me traversait, en imaginant quelle créature tordue ou quel être humain dérangé aurait pu construire de telles choses. Les sons habituels de la forêt, comme le chant des oiseaux et le murmure du vent, semblaient maintenant étouffés, remplacés par un silence pesant. Une certitude désagréable me hantait. Quelque chose d'étrange rôdait dans ces bois, juste hors de ma vue. Je retournai au chalet, essoufflé et sur les nerfs, espérant de tout cœur que mon état ne trahisse pas l'inquiétude que je ressentais réellement. Mon père leva un sourcil en voyant ma tenue échevelée alors que je passais rapidement devant lui pour aller me rafraîchir. Pendant le déjeuner sur la véranda, mes parents discutaient de l'idée de visiter le vieux geyser du coin le lendemain. Profitant d'un moment de silence, je racontais timidement les marques étranges que j'avais découvertes sur les arbres. Mon père fronça les sourcils, tandis que ma mère, avec un sourire rassurant, suggéra qu'il ne s'agissait sans doute que de traces laissées par des animaux sauvages ou de farces de jeunes du coin. Bon,
Je pense qu'il vaut mieux que nous restions près du chalet aujourd'hui, dit mon père d'un ton tranquille mais ferme. Je croisai le regard d'Amélie de l'autre côté de la table, et un sentiment d'inquiétude silencieuse passa entre nous. Elle savait aussi bien que moi que les alentours du chalet n'étaient plus un refuge sûr. Nous étions des intrus ici, et quelque chose d'ancien et de vigilant rôdait juste au-delà de la lisière de la forêt, attendant que la nuit tombe de nouveau. Nous passâmes le reste de l'après-midi à jouer à des jeux de société par terre, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la tombée de la nuit qui approchait. Une vague de crainte latente parcourait nos conversations forcées et nos rires nerveux, alors que la lumière du jour s'effaçait lentement dehors. Au crépuscule, mon père se leva pour tirer les rideaux du salon. Je l'observais vérifier la serrure de la porte d'entrée 2 fois avant de se retirer avec ma mère dans leur chambre. Dans la nôtre, Amélie et moi étions allongés côte à côte, immobiles, tendant l'oreille dans l'obscurité. Les bruits apaisants de nos parents qui se préparaient pour la nuit, dans la pièce d'à côté, s'estompèrent progressivement, laissant un silence lourd derrière eux. J'hésitais à demander à Amélie si elle voulait parler de ce qui s'était passé la veille, pour voir si elle se souvenait de son étrange transe près de la fenêtre. Mais une peur sourde m'empêchait de rompre le silence. Les mots se figeaient dans ma gorge. Finalement, la respiration d'Amélie ralentit, marquant son passage dans un sommeil profond. Quant à moi, je me tournais et retournais, incapable de faire taire mes pensées effrayées. Chaque minute qui passait sur l'horloge lumineuse de la table de chevet augmentait mon angoisse, et l'idée que l'heure des sorcières approchait m'emplissait de terreur. Vers 1h du matin, un hurlement surnaturel déchira le silence. Je me redressai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Ce cri lugubre fut rapidement suivi par d'autres, formant une étrange et sinistre cacophonie. Les hurlements montaient et descendaient en vagues irrégulières, remplissant la nuit d'une tension oppressante. Instinctivement, mon regard se tourna vers la fenêtre, mais cette fois, les rideaux étaient bien fermés. Je compris qu'Amélie devait les avoir tirés plus tôt, pendant que j'étais dans la salle de bain, en train de me préparer pour la nuit. Les bruits sinistres de l'extérieur s'intensifièrent, une multitude de voix inhumaines se mêlant dans un chœur cauchemardesque. J'imaginais des créatures se déplaçant furtivement entre les arbres, leurs formes obscures dissimulées dans les ombres, se rapprochant du chalet, attirées par une force ancestrale. Puis le cauchemar devint réalité. Une silhouette humanoïde, grande et sombre, glissa silencieusement devant la fenêtre de notre chambre, masquant un instant la faible lumière de la lune qui se glissait derrière les lourds rideaux. Je restai figé, la peau hérissée de frissons, réalisant que quelque chose se trouvait juste là, à l'extérieur. La silhouette resta immobile près de la vitre, pendant ce qui me sembla être des battements de cœur interminables, avant de glisser lentement hors de mon champ de vision, sa tête difforme semblant se tourner vers la fenêtre en passant. Des larmes de panique brûlèrent mes yeux, et je regardai lentement Amélie. Comme je m'y attendais, elle était assise dans son lit, les yeux écarquillés et remplis de terreur. Dans l'obscurité, je pouvais distinguer les tremblements de son corps, ses mains serrées contre ses oreilles, comme pour étouffer les cris qui retentissaient encore au dehors. Malgré sa terreur, je pouvais voir des traces de sang séché là où ses ongles avaient creusé dans sa peau. « Amélie, Amélie, ça va? Tu es en sécurité ?» murmurai-je avec urgence, un sentiment d'impuissance et de culpabilité m'envahissant. Elle restait figée, enfermée dans un cauchemar muet, se tordant en silence contre un démon invisible. Étouffant ma propre peur, je me glissai vers son lit et la pris dans mes bras. Elle lutta, secouant la tête frénétiquement, refusant de revenir à la réalité. Les larmes me montaient aux yeux tandis que je la serrais fort, répétant doucement « C'est moi, ton frère. Je suis là. Tout va bien. » Je la berçai doucement, comme pour la calmer, tandis que les hurlements sinistres continuaient à l'extérieur. Finalement, je crois que cela a fonctionné. Amélie cessa de se débattre, se figeant dans mes bras, bien que son petit corps continuait de trembler légèrement. Nous restâmes blottis ensemble alors que les cris de l'extérieur faiblissaient progressivement, laissant place à un silence oppressant. L'épuisement finit par m'emporter,
et je sombrais dans un sommeil agité lorsque l'adrénaline quitta mon corps. Plus tard, un bruit de cliquetis me réveilla en sursaut. Les yeux écarquillés, je scrutais la pièce pour en identifier l'origine. C'était la poignée de notre porte de chambre, qui se tournait lentement, d'avant en arrière. Quelqu'un ou quelque chose essayait d'entrer. Toujours agrippé à Amélie, je retenais mon souffle, observant cette vieille poignée en laiton trembler sinistrement, mais la porte, heureusement, restait fermée. Après une minute interminable, les secousses s'arrêtèrent et des pas lourds se firent entendre, s'éloignant de notre chambre, puis descendant le couloir en direction du salon. J'entendis la porte d'entrée grincer en s'ouvrant, laissant une brise glaciale s'infiltrer comme une toile d'araignée de froid rampant sur ma peau. Les pas se stoppèrent sur le seuil, puis disparurent dans la nuit, laissant la porte grande ouverte derrière eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisais combien nous étions passés près d'un destin terrible. Une créature ou un intrus était parvenu à entrer dans le chalet au cours de la nuit, simplement parce que quelqu'un n'avait pas fermé la porte correctement. Par chance, il n'avait pas pu franchir la porte de notre chambre. Heureusement, la porte de la chambre de mes parents était également verrouillée. Des visions terrifiantes me traversèrent l'esprit. J'imaginais mes parents en train d'être attaqués dans leur propre lit. Il était évident que je ne dormirais plus cette nuit-là, alors que je restais blotti contre ma sœur, me cramponnant à la mince barrière que représentait cette porte verrouillée, la seule chose qui nous séparait de l'horreur silencieuse rôdant dans les bois. Le lendemain matin, une atmosphère pesante régnait dans le chalet. Nous picorions notre petit déjeuner en silence, les yeux baissés. La lumière du matin, habituellement joyeuse en filtrant à travers les fenêtres, semblait presque se moquer du désespoir qui s'était abattu sur nous durant les heures sombres de la nuit. Dès que le soleil se leva, mon père sortit pour commencer à charger la voiture. Son visage était pâle quand il revint, et tout ce qu'il put dire, c'est que nous devions partir le plus rapidement possible. Ma mère s'activait nerveusement, rangeant et jetant quelques affaires dans les valises, ses mains tremblantes. Je voyais qu'elle était sur le point de craquer, mais elle se retenait tant bien que mal. Amélie, quant à elle, restait assise en silence sur le canapé, son regard perdu dans le vide. Elle n'avait pas prononcé un mot de toute la matinée. J'aurais voulu la réconforter, lui faire sentir qu'elle était en sécurité à présent, mais la lumière du jour ne semblait plus être un refuge suffisant pour apaiser notre angoisse. Il n'y avait plus d'échappatoire à ce qui s'était passé durant la nuit. En moins d'une heure, la voiture était chargée et tournait déjà dans l'allée. Je jetai un dernier regard au chalet douillet, qui avait fini par devenir notre cage, notre fragile refuge contre les ténèbres. Une part de moi voulait supplier mes parents de rester, en pensant que peut-être les choses seraient différentes à présent. Mais au fond, je savais que nous faisions le bon choix en fuyant cet endroit pour ne jamais y revenir. Le trajet de retour fut solennel et silencieux. Amélie dormait d'un sommeil agité sur le siège arrière, tandis que je regardais sans vraiment voir les paysages défiler par la fenêtre. Maintenant que nous étions hors de danger, 1000 questions envahissaient mon esprit. Quelles étaient ces créatures rôdant dans la forêt? Pourquoi semblaient-elles nous avoir pris pour cible? Et surtout, qu'aurait-il pu se passer si elles avaient réussi à entrer dans nos chambres? Le plus troublant restait le regard vide et torturé d'Amélie, chaque fois que ces créatures se manifestaient. Je frissonnais en imaginant les visions cauchemardesques qu'elle avait dû entrevoir depuis la fenêtre, ces horreurs qu'elle avait vues, ces griffes invisibles qui semblaient avoir laissé une marque indélébile sur sa santé mentale. Même loin de ce lieu, elle portait des cicatrices que personne ne semblait pouvoir comprendre. Les jours qui suivirent furent flous. Amélie restait recroquevillée dans son lit, à peine capable de manger ou de parler. Elle se réveillait parfois en sursaut, arrachée de ses cauchemars par des cris, et mes parents la rassuraient en chuchotant doucement, bien qu'eux aussi semblaient incrédules face à ce que nous avions vécu. Je pouvais voir que personne ne voulait admettre que notre vie avait été à jamais bouleversée par cette nuit-là. Environ une semaine après notre retour, je lisais dans ma chambre quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer doucement. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'aperçus Amélie qui marchait précipitamment dans la rue. C'était la première fois depuis notre retour qu'elle semblait animée d'une certaine détermination. Je lâchai mon livre
et courut dehors pour la rattraper. Elle avançait rapidement, ignorant ma main que j'avais posée sur son épaule. Je la suivis de loin, l'observant traverser ruelles et rues sans se retourner. Finalement, nous arrivâmes à la périphérie de la ville, là où d'anciens entrepôts abandonnés bordèrent la voie ferrée, leurs murs gris couverts de graffitis. Amélie se glissa par une ouverture dans une clôture de métal rouillé et se dirigea vers l'entrepôt le plus proche. Je restai derrière la clôture, la regardant en silence. Elle sortit un briquet de sa poche, alluma une petite flamme et, d'un geste rapide, la jeta par une fenêtre brisée. En quelques secondes, les flammes envahirent l'intérieur en bois sec de l'entrepôt. Le visage d'Amélie s'illumina de l'éclat du feu et elle observa l'incendie grandir. Effrayé, je reculai en silence, peinant à reconnaître cette personne qui se tenait devant moi.